Oui, alors, bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Bonsoir. Moi, je suis Djibril Diallo. Je suis géologue minier, spécialiste en géologie minière. Je suis professeur d'enseignement supérieur. J'enseigne à l'ENTP, École nationale d'enseignement technique et professionnel. J'enseigne les masters 1 et 2. J'enseigne aussi à l'École supérieure de la géologie et des mines. À côté de ça, je suis consultant minier pour quelques grandes sociétés minières au Mali. À côté de ça, je suis enseignant-chercheur et je suis doctorant en mines et environnement. Je suis le président d'une association aussi qui s'appelle APVRM Mali de Mukoro-Nafa. APVRM, ça veut dire Association pour la promotion et la valorisation des ressources minérales du Mali, qui est une association apolitique et à but non lucratif. Une association qui englobe beaucoup d'experts dans beaucoup de domaines différents, dont l'objectif est que les ressources minérales du Mali puissent servir aux Maliens et au Mali en tant qu'un levier de développement. Voilà un peu ma modeste présentation. Alors, les ressources minières puissent servir au Mali et aux Maliens. C'est dans ce cadre que le gouvernement malien, à travers la société de recherche et d'exploitation des ressources minières du Mali, SOREM, a engagé des réformes. Et à travers ces réformes-là, ils ont octroyé, sinon, ils ont fait un accord avec une société américaine qu'on appelle Flagship. Dans ce cadre-là, sur l'exploitation, les recherches et l'exploitation de la mine d'or de Morila. Est-ce que vous pouvez nous dire les tours et les contours de cet accord qui a été scellé entre le Mali et cette société américaine? D'accord. Donc, d'abord, il faudrait parler de la SOREM. C'est quoi la SOREM? La SOREM, c'est une nouvelle société de l'État qui a été créée tout récemment au fait, pour combler les trous qui a laissé la disparition de la SONAREM. La SONAREM, à l'époque, c'était la Société nationale de recherche et d'exploitation minière au Mali. Et à cause du programme d'ajustement de la Banque mondiale qui a amené la privatisation et le libéralisme de l'économie malienne, ce qui a provoqué la disparition de la SONAREM. Donc il y a un grand vide qui est resté, ça veut dire que l'État s'est complètement désengagé, désintéressé, on peut dire comme ça, de tout ce qui concerne le secteur minier. Et cela a eu des conséquences très graves parce que l'État n'avait plus de contrôle sur son secteur minier. Donc vraiment, pour essayer de combler à ça, les autorités de la transition, suite nous, à nos demandes en tant que membre de la société civile, ça a été l'une de nos demandes. Il faudrait que l'État puisse créer une société d'État qui puisse s'occuper aussi de l'exploitation et de l'exploration. Il ne faut pas qu'on laisse tout dans la main des étrangers. Ce qui a motivé vraiment les autorités de la transition à créer cette société nationale qui va s'occuper désormais de tout ce qui est recherche, exploitation, mais au nom de l'État, et qui peut tisser des partenariats avec des sociétés à l'étranger afin de nous aider à exploiter nos ressources et dans un partenariat de gagnant-gagnant, dans la transparence et vraiment dans le respect des mesures que le président a à dire. Voilà un peu ça, le but de la création de la SOREM. Et cette SOREM a eu quand même quelques permis que l'État les a octroyés et les a mis à leur disposition afin que cette société puisse chercher des partenaires. Et sinon, elle-même, si elle peut développer, tant mieux. Mais tout le monde sait que nous, dans notre milieu, on sait que la recherche minière, ça demande des centaines de milliards. Ce n'est pas une chose aisée. Et ce n'est pas l'État, tous les États qui ont ces moyens de mettre des centaines de milliards à la disposition d'un État. Vu vraiment la situation difficile qu'on est en train de traverser, ce n'est pas facile. Maintenant, l'État quand même a facilité à la SOREM de chercher des partenaires à l'étranger pour pouvoir les aider à développer des projets qui sont déjà arrêtés, comment pouvoir les redémarrer et ainsi de suite. Et je pense que Morila en fait partie, la mine de Yatela, Intaka au nord, tout ça, l'État a mis ça à la disposition de la SOREM, qui quand même essaie tant bien que mal à vouloir développer ses permis avec toutes les difficultés. Mais si SOREM, avec des partenariats gagnant-gagnant, venant d'autres
devenant ailleurs. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se lie les mains et les pieds pour se donner qu'à un seul pays. Le Mali doit défendre ses intérêts là où il se trouve, pardon. Donc, que ce soit les Américains, les Russes, que ce soit les Français, que ce soit d'autres nationalités, tant que ces multinationales peuvent vraiment faire l'intérêt de l'État malien, des Maliens, on les accueille les bras ouverts. Je pense qu'il y a d'autres sociétés françaises qui sont installées au Mali, malgré la difficulté avec la France. Canal+ en fait partie, Orange en fait partie. Donc, c'est pour simplement dire que nos partenariats ne doivent pas être liés qu'aux problèmes politiques. Ça doit aller au-delà de ça. Donc, que ce soit une société américaine, russe, française, ainsi de suite, toutes ces sociétés sont les bienvenues au Mali, mais à condition que ces sociétés respectent notre souveraineté, beaucoup de points qu'on a eu à citer, et que le partenariat puisse être aussi un partenariat de gagnant-gagnant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant, c'était un partenariat où vraiment l'État ne gagne absolument rien, où l'État n'était actionnaire qu'à 10%, gratuitement. Et les 10 autres pourcents, l'État devrait les acheter en numéraire. Ça, c'est ce qui était dit dans les anciens codes miniers. Mais grâce aux autorités de la transition, ce n'est pas pour l'exploiter, mais ce qui est bon, il faut lui dire que c'est bon. Ça va encourager d'autres personnes d'en faire mieux que ça. Et avec le nouveau code minier, il y a eu beaucoup de changements qui vont nous permettre d'aller vers des partenariats, le gagnant-gagnant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sociétés qui viennent investir ne seront pas perdantes et nous aussi, nous ne serons pas perdants. Et chacun trouvera son compte. Mais il ne faudrait pas que ces sociétés viennent prendre, on peut dire, la part du lion, en nous laissant des miettes. C'est ce qui n'est pas un partenariat gagnant-gagnant. Le partenariat gagnant-gagnant, ça veut dire que chacun gagne selon ce qu'il mérite. Et voilà un peu ça. Donc maintenant, Sorem a essayé de chercher des partenaires avec la mine de Morila. Et finalement, avec la société américaine, que vous avez dit le nom, a pu quand même trouver un consensus. Comment pouvoir développer ensemble le projet de Morila, qui est une mine qui fut d'ailleurs l'une des plus grandes mines d'or au Mali, qui a livré vraiment des teneurs très élevées en or. Morila, vraiment, ça a été l'une des plus grandes mines, malheureusement, qui n'a pas été bien optimisée, qui a subi une surproduction. Sinon, c'est une mine qui devrait aller au-delà de 20 ans, 25 ans. Mais à cause de la surproduction, à cause de la mauvaise gestion, de la mauvaise gouvernance, cette mine n'a pas dépassé les 10 ans. Ce qui a vraiment laissé la communauté locale dans les difficultés. Et vous voyez, quand les gens s'habituent aux mines, et quand les mines prennent bagage, souvent ça crée beaucoup de problèmes là-bas. Donc vraiment, si Sorem a pu redémarrer avec une société anglaise, pardon, une société américaine, vraiment c'est du pain béni, comme on le dit. Ce fut le cas aussi à Sadiola. Sadiola avait été exploité par Anglo Gold. Après, Anglo Gold avait dit que le gisement qu'ils avaient découvert était déjà arrivé à l'épuisement. Maintenant, ils ont laissé, il y a une autre société qui a pris le relais, Aliet, qui est en train de développer Sadiola. Et Siama aussi, c'est pareil. Et je pense que c'est une renaissance de la mine de Morila, mais avec une autre forme. Et Yatela? Yatela, pas encore. Yatela n'a pas redémarré encore, mais Yatela est dans le portefeuille de la Sorem. Donc on peut dire que vraiment c'est un grand espoir pour le secteur minier, parce que vraiment les ingénieurs qui travaillent à Morila, ils étaient vraiment désespérés, et ça va donner vraiment de l'espoir en termes de création d'emplois, en termes de création de richesses, parce que ça va augmenter la production aussi du Mali, parce qu'après la fermeture de Morila, cette production a été amputée de la production annuelle du Mali, ce qui nous a vraiment un moment basculé. Maintenant, je pense qu'avec la reprise de la mine de Morila, ça pourrait amener vraiment à faire augmenter la production de l'État, à faire rentrer plus d'argent en devises pour l'État malien. Et vraiment, franchement, c'est salutaire. Nous, en tant que membres de la société civile, en tant qu'acteurs du secteur minier, on a vu ça d'un très bon œil. Et vraiment, on encourage l'État et la Sorem, dont je salue le directeur, qui a été travailler, un monsieur très dévoué, un géologue très expérimenté. Et nous pensons que les objectifs de la Sorem seront des objectifs atteints à cause des gens qui gèrent cette structure de l'État. Et je pense que avec ces aménagements, l'État va vraiment beaucoup gagner
dans l'exploitation de ces ressources minières. Parce qu'il ne faut pas seulement qu'on s'arrête qu'à l'or. Il y a d'autres substances telles que l'uranium, on a la bauxite, on a le fer, on a le calcaire. Si Sorem arrive à développer tous ces facteurs-là, tous ces secteurs-là, je pense que ça peut renforcer davantage l'économie malienne. Ça peut faire qu'on va avoir une diversité de la production des ressources minérales. Et ça, c'est vraiment quelque chose à saluer et quelque chose que vraiment l'État doit être encouragé pour ces genres d'action. Ok, en tant que spécialiste en la matière, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est la part de la société civile, la population des Morila dans ce sens? Quelles peuvent être leurs peines par rapport à ça? Bon, d'abord, la reprise, la société va se conformer au nouveau code minier qui a été adopté. Le code minier, le dernier code minier de 2023, qui a quand même fait beaucoup de réajustements, beaucoup de changements en termes de l'apport de la mine sur la communauté locale. Et il y a même un fonds qu'on appelle Fonds de développement local, qui est 0,75% du chiffre d'affaires de la mine, qui doit être injecté au développement local. Avant, ce fonds n'était pas octroyé. Il y avait la patente qui était payée. Waouh! Voilà, c'est ça un peu. D'accord, allons-y. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de la part du nouveau code minier sur l'apport de la population? Quelle est la part de la population, sinon le milieu dans lequel la mine est assise? Installée. Voilà, donc je pense que tu as reformulé, tu peux couper. Okay. Tu peux dire que quel est l'impact de la reprise de la mine de Morila sur la communauté locale. D'accord. Je pense que c'est plus simple. Ça, c'est clair. Alors, quel est l'impact de la mine d'or sur la population? La reprise. Non, la reprise. Okay. Quel est l'impact de la reprise de la mine d'or de Morila sur la communauté locale? Je pense que ça, c'est mieux. Alors, je pense à... Alors, quel est l'impact de la reprise de la mine d'or de Morila sur la population? Bon, on peut dire sur la communauté locale. Je pense que avec le nouveau code minier qui a été adopté en 2023, dont moi-même je suis un des acteurs, un des instigateurs de ce code minier, qui quand même dans lequel il y a eu beaucoup d'aménagements, il y a eu beaucoup de changements, afin que les ressources minières et minérales puissent profiter aux Maliens et à la communauté locale. Il y a un des changements majeurs qui est intervenu dans ce code minier, c'est que désormais, la mine octroie 0,75% de son chiffre d'affaires directement à la communauté locale, pour le développement local. Dans les anciens codes miniers, cela n'existait pas. Il y avait un fonds qui était les patentes qui étaient versées à la mairie, ou sinon à la région, il y avait une clé de répartition. Mais maintenant, directement, dans le nouveau code minier, 0,75% est immédiatement injecté dans la communauté pour le développement local. Donc, ça va directement à la mairie qui va utiliser ce montant pour faire des routes, pour faire des dispensaires, des hôpitaux, l'électricité, les forages d'eau, l'école, ainsi de suite. Donc ça va aller directement dans le développement local. C'est comme ça que la communauté locale pourra voir la couleur de l'or. Et je pense que ça avait beaucoup manqué. Ça a été corrigé dans le nouveau code minier de 2023. Donc toute nouvelle mine qui va se mettre en place, certainement va se conformer au nouveau code minier de 2023. Et ce nouveau code minier exige un fonds de développement local. Je pense que la population de Morila va sentir cette fois-ci vraiment la couleur de l'or. On va voir la brillance de la couleur de l'or cette fois-ci. Parce que si on arrive à appliquer vraiment ces mesures, je pense que la communauté va réellement sentir que
il y a une mine dans leur localité. Parce que si tous ces fonds est mieux utilisé à bon escient, à mon avis, ça peut faire oublier la population les différentes plaintes qu'elle a eu à faire en ce qui concerne que l'or ne brille pas pour les Maliens, parce que tant que la communauté locale ne sent pas ces changements dans leur vie, c'est en ce qui concerne que la mine puisse financer des centres de formation, la mine puisse former des jeunes qui sont là-bas, la mine puisse faire que le village ou les villages environnants puissent avoir de l'eau potable et puissent avoir de l'école. Je pense que si ces mécanismes-là sont mis en place, je ne pense pas que la population va se plaindre. Pas seulement ça, mais aussi, est-ce qu'il ne faudrait-il pas prendre les jeunes de la localité comme des travailleurs de la mine aussi? Exactement, j'allais en venir à ça. Il y a un autre facteur, ça c'est la loi sur le contenu local, qui a quand même qui est une innovation dans le secteur minier. C'est la toute première fois que le Mali adopte une loi sur le contenu local. Et moi-même, j'ai été un des acteurs de l'élaboration de cette loi. C'était une proposition de loi qu'on a eu à faire. Je salue de passage sur Ibrahim Traoré aussi. Et on a eu à faire cette loi qu'on a proposée au CNT. Aux membres du CNT, on a travaillé ensemble sur cette loi. Et compte tenu vraiment du bien fondé de cette loi a été adoptée, promulguée par le président de la République. Ça parle de quoi? C'est là où je vais en venir. Cette loi qui va permettre que certains travaux, les main-d'œuvre non qualifiées, seront directement attribués aux jeunes de la localité. C'est-à-dire tout ce qui concerne le gardiennage, tout ce qui sont les travaux qui ne nécessitent pas un diplôme. Et c'est les jeunes qui sont dans cette localité qui seront privilégiés. Entre autres. Voilà, entre autres, il peut y avoir la cuisine, il peut y avoir si la mine a besoin de la viande, du maraîchage, des produits de maraîchage, au lieu d'acheter ça jusqu'à Bamako ou bien jusqu'au Sénégal, la mine doit acheter directement dans le milieu local. S'il y a des maraîchers qui travaillent là-bas, la mine peut même financer les jeunes à faire du maraîchage et après la mine peut acheter la production. Tout ça, c'est des politiques afin que la population locale puisse sentir vraiment l'impact de la mine sur leur vie quotidienne. Donc le code minier, le contenu local est venu pour pallier vraiment à ce problème-là. Au lieu que chaque fois la mine les importe des travailleurs étrangers, et même venant aussi de Bamako, parce qu'on ne peut pas laisser les jeunes qui sont là-bas et venir prendre des jeunes à Bamako et les amener faire les mêmes travaux qu'eux peuvent faire. Donc le contenu local est venu vraiment mettre fin à ça. Deuxième chose, c'est que le contenu local va favoriser les entreprises locales. Si dans la zone, il y a des entreprises locales qui sont spécialisées, par exemple, en termes de maçonnerie, en termes de plomberie, tout ce qui est travaux d'ordre vraiment professionnel, et la mine va privilégier ces petites entreprises et leur donner des marchés afin que ces entreprises aussi puissent mieux émerger et aller très loin. Et ces entreprises pourront même prendre des Maliens, d'autres Maliens comme travailleurs, employés. C'est une méthode de lutter contre le chômage des jeunes, surtout dans le milieu rural. Donc vraiment, le contenu local va permettre que la communauté locale va réellement sentir davantage les retombées de l'exploitation minière dans leur zone. Voilà un peu les avantages aussi des nouveaux changements qui sont intervenus. D'accord. L'une des problématiques qui se pose aussi par rapport aux mines de Morila, c'est qu'il y avait un partenaire qui était là déjà et qui est parti. Maintenant, la mine était-elle fermée ou bien elle est restée comme ça? Dans quel état? Et le nouveau partenaire, qu'est-ce qu'il va faire pour arranger tout ça et puis reprendre? Sinon, je crois bien qu'il y a un souci de nettoyer, comme on le dit entre guillemets, la mine, de mettre la mine en état d'abord. Puisque quand vous laissez, tout le monde connaît le sol, quand vous laissez comme ça peut se dégrader. Voilà. Comment est-ce que le partenaire va s'y prendre pour travailler, que ce soit cette mine ou bien d'autres mines, en un mot, anciennement laissées? D'accord. Bon, je vais simplement dire que Morila n'est pas un cas isolé. C'est-à-dire, je vous ai donné le cas de Sadiola, qui avait été exploité par AngloGold.
de 97 jusqu'en 2014-2012, si je ne me trompe pas, avant que la mine soit fermée. Parce qu'il était prévu que cette mine devrait aller en souterrain. Vu le coût d'exploitation à cause de la demande d'électricité, le partenaire qui était là-bas a préféré partir. Mais quelqu'un d'autre a repris la mine. La mine est restée fermée jusqu'à 2-3 ans, on peut dire, avant que ça soit reprise par une autre société minière qui est en train de faire tourner maintenant cette même mine. Et le cas s'est passé à Siama. Et Siama, avant, ça appartenait à Anglo Gold, à Ramgold. Et Morila aussi, c'est pareil. Morila, c'était un projet minier qui appartenait à Anglo Gold et à Ramgold. Voilà, donc c'est pour vous dire que techniquement, tout ça, c'est facile à résoudre. Les mines, d'ailleurs, sont comme ça. Quelqu'un vient, si vous finissez selon vos prévisions et selon la limite de votre capacité technique, et vous pouvez arrêter, et puis quelqu'un d'autre viendra prendre et puis va continuer les travaux d'exploration, et ainsi de suite. Donc, une mine peut aller jusqu'au-delà de 50-100 ans, hein, selon vraiment. Ah oui, donc c'est pour simplement dire que cela n'est pas un souci et pour reprendre une mine. Ça, c'est très très fréquent dans le secteur minier. Et voilà, il y a toujours ce cas qui arrive. Et une mine, je pense, le cas est à Kalana. Kalana, quand même, ce fut la première mine du Mali de 1985. Mais jusqu'à maintenant, Kalana est en activité. Hein. Souvent, il y a des périodes où on ferme la mine. Vous allez voir le nouveau acquéreur, quand il va prendre la mine, il va faire des études qu'on appelle l'exploration. Il va pousser l'exploration pour pouvoir faire une bonne évaluation de la quantité de minerai que lui-même il peut exploiter. C'est ainsi de suite. Bon, lui aussi, quand il arrive à terme, il va vendre à quelqu'un aussi qui a les moyens de faire des nouvelles découvertes, ainsi de suite. Voilà la vie d'une mine. Okay. Donc, ce n'est pas un souci technique et il y a toujours des solutions par rapport à ça.